Je vous avais expliqué au cours précédent que 4 leçons allaient se succéder portant sur le problème du pouvoir et les hommes au Moyen-Âge. Nous avons dans un premier temps abordé le problème de l'État, de l'administration pendant le haut Moyen-Âge, du 5e au 9e siècle. Nous avons dans un deuxième temps étudié la naissance de la seigneurie au 8e, 9e siècle et nous avions poursuivi le cours jusqu'au 15e siècle, juste après donc les grands soulèvements populaires liés à la réaction aristocratique par rapport à la rente féodale qui rapportait moins. Et il me reste donc, attendez, donc c'était les 2 premiers cours, puis j'en ai encore eu un, non? En tout cas, aujourd'hui, oui, nous allons aborder un sujet très important qui est celui de la naissance des principautés territoriales et plus particulièrement le cas du comté de Flandre du 9e au 12e siècle va être approfondi avant d'aborder, et voilà le dernier sujet me revient maintenant, avant d'aborder la féodalité en Allemagne du 11e au 13e siècle. Voilà. Donc nous sommes à la 3e partie de ce cycle de 4 leçons. Donc, les institutions du comté de Flandre du 9e au 12e siècle. Quand je dis le 9e, il faut entendre le dernier tiers du 9e siècle. Autrement dit, je pars de 877 en gros, c'est-à-dire lorsqu'est publié le capitulaire de Quierzy-sur-Oise, Q-U-I-E-R-Z-Y, sur Oise, par l'empereur Charles le Chauve, un des 3 petits-fils de Charlemagne. Et je m'arrête à la fin, plutôt du premier tiers, oui, dans les années 1130, 1140, donc du XIIe siècle. Donc je vais de la deuxième moitié du IXe siècle jusqu'à la première moitié du XIIe siècle. Alors cette période est particulièrement importante du point de vue de la genèse de l'État moderne parce qu'elle voit naître dans le cadre du comté de Flandre ou parallèlement aussi dans le cadre du duché de Normandie, une série d'institutions solides, durables, qui sont, on peut le dire, à l'origine de l'État moderne. En effet, l'État moderne, on peut lui trouver des dates de naissance diverses. Sous sa forme accomplie en France, c'est bien sûr l'époque napoléonienne. Mais déjà, au milieu du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, un des fondateurs du libéralisme politique, avait montré, dans un ouvrage qui s'intitule « L'Ancien Régime et la Révolution », c'est un ouvrage de 1856, avait montré qu'il y avait une continuité entre la politique de centralisation des rois de France au XVIIe et au XVIIIe siècle et d'autre part l'œuvre des Jacobins en 1792-1794. Il y avait montré donc qu'il y avait une véritable continuité et que les Jacobins ne font finalement que parachever l'œuvre de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. Ensuite, on a pu remonter plus haut. On a pu remonter jusqu'au début du XIVe siècle, quand toute une série d'institutions modernes sont en place, avec des chambres des comptes en France, avec des
parlements qui se mettent en place, parlements qui sont des cours d'appel, des cours supérieurs de justice. Ici, je vais vous montrer qu'il faut remonter encore plus haut que les 3 dates de naissance que je vous ai proposées, donc début du XIXe siècle, l'époque napoléonienne, XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV, début du XIVe siècle avec, je dirais, Philippe le Bel, pour faire bref, eh bien qu'il faut remonter carrément dans le haut Moyen-Âge pour voir l'État moderne se mettre en place. Quand je dis État moderne, je le distingue donc de l'État de l'Antiquité, de l'État romain et de ce qui avait pu être maintenu à l'époque mérovingienne et à l'époque carolingienne. Quelques petits rappels. Dans la première des 4 leçons que j'ai pu faire sur ce sujet, je vous avais expliqué que, à l'époque carolingienne, le mariage entre la fonction publique et la société échoue à l'époque de Charles le Chauve, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du IXe siècle. Je vous avais expliqué également qu'en 877, donc lors de la publication de ce fameux capitulaire de Quierzy-sur-Oise, la fonction comtale était devenue héréditaire. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que les comtes carolingiens qui étaient des hauts fonctionnaires, donc l'équivalent de préfet de département, ou on pourrait dire de gouverneur de province, puisque nous sommes en Belgique, eh bien ces hauts fonctionnaires étaient parvenus à rendre leur charge héréditaire au sein de leur propre famille. Donc autrement dit, l'État central s'était dépossédé de la possibilité de garder entre ses mains les nominations et qu'à partir de ce moment-là, donc, le choix du souverain n'existait plus puisque automatiquement la charge de comte, donc la charge de préfet ou de gouverneur, passait automatiquement au fils ou à défaut au neveu du comte décédé. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'on peut parler de naissance du comté de Flandre. Naissance du comté de Flandre, je dis bien naissance du comté de Flandre en tant que principauté territoriale, entendons-nous bien, naissance qui fait partie d'un phénomène beaucoup plus ample, beaucoup plus général, puisque naissent à ce moment-là, dans l'ancien empire carolingien, et plus particulièrement dans la partie occidentale de cet empire, de cet ex-empire, ce que l'on appelle la Francie occidentale, c'est-à-dire la partie occidentale du Regnum Francorum, c'est-à-dire du royaume des Francs, on voit naître donc des principautés territoriales. Alors, les princes territoriaux, ce sont en fait de très hauts fonctionnaires qui rassemblent sous leur houlette, sous leur égide, plusieurs comtés, la plupart du temps, et vont s'arroger la quasi-totalité, si pas tous les droits que le monarque carolingien avait sur les territoires qui lui appartenaient. Il se fait que le comte de Flandre, ou le comté de Flandre,
est une de ces principautés. Dès le dernier tiers du IXe siècle, on voit que les charges ou la charge comtale devient héréditaire dans une famille qui comprend des personnages qui portent souvent le nom de Arnould ou de Baudouin. Il y aura plusieurs Baudouin, il y aura plusieurs Arnould. C'est une véritable dynastie qui se met en place à ce moment-là, à partir de la fin du IXe siècle, et que les titulaires de cette charge, qui vont d'ailleurs ajouter à celle de comte, celle de marquis, on va retrouver les deux termes, donc comes en latin C-O-M-E-S et marchio, M-A-R-C-H-I-O, eh bien, que ces personnages vont rassembler donc des pouvoirs très importants. Cette charge donc devient donc héréditaire, je vous l'ai dit. Ce comte de Flandre n'a pas de capital fixe. Le comte de Flandre bouge régulièrement d'une localité à l'autre, et ceci n'est pas neuf. C'était déjà le cas à l'époque des Mérovingiens, des Carolingiens, c'était le cas. Ce sera le cas, je dirais, des rois de France jusqu'à l'époque de Louis XIV, quand va être bâti le château de Versailles. Jusqu'à la construction du château de Versailles, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les rois de France n'arrêtent pas de circuler à travers leur royaume. Au XVIe siècle, ils circulent régulièrement et habitent dans ce qu'on appelle les châteaux de la Loire. Ils restent quelques semaines, quelques mois à tel endroit, puis ils se déplacent, ils vont ailleurs, et donc c'était une pratique tout à fait courante. Donc la monarchie va passer de son stade nomade à son stade sédentaire très tardivement, deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc pour revenir à mes comtes de Flandre, ce sont donc des nomades, si je puis dire. Alors quand je dis ce sont des nomades, il faut surtout savoir que si il n'y a pas de capital fixe, c'est dû aussi, c'est lié à l'absence de voies de communication rapides. Le comte veut savoir ce qui se passe dans les différentes parties de son comté, et le meilleur moyen d'être au courant, plutôt que d'envoyer des émissaires ou l'équivalent des fameux missi dominici, comme à l'époque de Charlemagne, il se déplace et donc il est au courant de ce qui se passe à tel ou tel endroit. Voilà, c'était tout à fait courant. Maintenant, il faut savoir que sur le plan féodal, parce que nous sommes à la naissance de la féodalité à ce moment-là, la féodalité, c'est donc un système politique qui lie deux individus, un puissant qui protège et un autre individu moins puissant, plus faible, qui cherche la protection du puissant. Ce système politique offre des avantages aux deux parties, aux seigneurs et aux vassals. Des droits et des devoirs sont attachés à chacune des deux parties. Et en ce qui concerne le comté de Flandre, son titulaire, le comte de Flandre, est vassal du roi de France. Il est vassal du roi de France pour la plus grande partie de son territoire. Donc déjà, à l'époque, il nous intéresse depuis la fin du IXe siècle, donc au Xe, XIe
et par la suite également, mais j'ai décidé de m'arrêter ici à la première moitié du XIIe siècle. Il est aussi vassal, mais en deuxième rang, de l'empereur, parce que le comte de Flandre va conquérir et donc posséder des territoires qui se trouvent au-delà de la frontière entre le royaume de France et l'Empire germanique. Et c'est ce qu'on appelle la Flandre impériale. La première partie étant ce que l'on appelle la Flandre sous la couronne, donc la partie qui dépend du roi de France. Je vous les montre sur la carte qui se trouve derrière moi. Alors, vous avez ici une carte représentant les principautés belges, entre guillemets, belges parce que la Belgique n'existe pas au début, il y a 1000 ans. Cette carte représente la situation de la Belgique il y a 1000 ans, la Belgique n'existe pas. Donc le comté de Flandre, ça correspond en gros, vous voyez déjà que les côtes ne sont pas du tout les mêmes que maintenant, puisqu'il y a eu ensablement, correspond en gros à Bruges se trouve ici, Gand se trouve ici, donc ça correspond en gros à ce que nous appelons, nous, la province de Flandre occidentale, la province de Flandre orientale. Alors vous voyez ici, en trait discontinu, la frontière entre les terres qui relèvent du royaume de France, donc tout ce qui se trouve à l'ouest de cette ligne de démarcation, ce sont donc des comtés, des duchés, parce que si on continue vers le sud, il y en a encore plein d'autres, bien entendu, qui dépendent directement du roi de France, et tout ce qui est à l'est de cette ligne ici dépendait de l'Empire germanique. Donc vous voyez que seule la Flandre, parmi les principautés, les territoires qui appartiennent à la Belgique maintenant, dépendait de la Flandre, tandis que tous les autres, le comté de Hainaut, le comté de Bruxelles-Louvain, qui est à l'origine du duché de Brabant, fait partie de l'Empire, le marquisat d'Anvers, qui va être annexé par ce comté qui va devenir le duché de Brabant, se trouve évidemment à l'est aussi, la principauté de Liège, qui va bientôt englober le comté de Lozes, qui correspond à la province de Limbourg, et alors ici vous voyez le comté de Chigny, le comté de La Roche, le comté d'Arlon et le comté de Luxembourg, qui vont former bientôt le comté puis le duché de Luxembourg. Voici. Donc, le comté de Flandre, c'est non seulement ces territoires-là, c'est aussi ce qui se trouve de l'autre côté ici, vous voyez, de la frontière entre l'Empire, c'est ce qu'on appelle donc la Flandre impériale. Tout ceci, c'est la Flandre impériale. Donc, sur la rive est de l'Escaut, droite de l'Escaut, plus alors toute une série de territoires qui se trouvent dans la France actuelle. Ça correspond en gros au département du Nord-Pas-de-Calais, si vous voulez, mais vous voyez également qu'il y a des comtés, également ici, comté de Boulogne, comté de Saint-Paul, comté d'Esnain, comté de Guînes, qui dépendent du comté de Flandre. Voilà. Avec ça, vous avez donc un petit peu la géographie politique de l'époque que je considère ici dans mon exposé. J'étais donc en train de vous parler de féodalité. Maintenant, je vais peut-être vous parler de l'essentiel de mon propos, c'est-à-dire essayer de vous montrer quelles étaient les compétences qu'exerçait le comte sur le territoire dont il avait la charge, qui lui appartenait en fait. Alors, le comte de Flandre a un certain nombre de pouvoirs, tout d'abord sur le plan politique,
le comte de Flandre, comme les autres princes territoriaux, a hérité des compétences du monarque carolingien. Compétences qu'il a accaparées. Donc ça ne s'est pas fait naturellement, spontanément. Il a accaparé donc au monarque carolingien un certain nombre de droits. Il possède en outre ce que l'on appelle la haute avouerie. La haute avouerie qui est en fait un droit de juridiction, de protection, de justice sur un certain nombre de territoires ecclésiastiques, en particulier des abbayes. Deuxième activité, deuxième droit, c'est que le comte, en tant que prince territorial, légifère. Il ne va pas légiférer beaucoup, mais cette législation concerne l'obligation pour les ressortissants de la principauté, entre autres, de respecter la paix de Dieu, c'est-à-dire de respecter des trêves à certains moments, sur le plan militaire. Ensuite, troisième activité, le comte dispose de droits administratifs, et parmi ceux-ci, au premier chef, le droit de maintenir l'ordre et d'exercer un pouvoir de police dans le cadre du territoire comtal. Ensuite, quatrièmement, c'est un autre droit de type administratif, on peut dire politique, franchement, c'est le droit de frapper monnaie. Vous voyez qu'il s'agit, dans tous ces cas, vraiment de droits régaliens tels que j'ai pu les énoncer il y a quelques jours. Les droits régaliens, ce sont des droits qui appartiennent à l'État, qui appartiennent au roi, normalement, hein, puisque régalien vient de rex regis, qui en latin veut dire le roi. On remarque vers 1030, dans le premier tiers du XIe siècle, le comte de Flandre va donc battre monnaie. Donc on va avoir des pièces de monnaie où on va avoir son effigie. Il s'agit de monnaie d'argent, ce qui est partout le cas d'ailleurs en Europe occidentale à cette époque-là, car l'or n'est utilisé que dans les terres qu'en terre d'islam et qu'à Byzance. Je vous en ai parlé dans un autre cours. Ce sont donc des deniers d'argent émis dans le comté de Flandre. C'est la seule monnaie réelle, c'est donc la seule monnaie que l'on s'échange dans des transactions ou pour payer des impôts, des taxes. Toutes les monnaies, les autres monnaies, en fait, ne sont que des monnaies fictives. C'est le cas des sous et c'est le cas de la livre. Donc vous ne pouvez pas avoir en main une livre, vous ne pouvez pas avoir en main un sou, vous n'aurez en main que des deniers. Donc en fait les sous et les livres sont des multiples des deniers. Je vous redonne l'équivalence que j'ai dû vous donner dans le passé, c'est une livre égale 20 sous. Et comme un sou égale 12 deniers, eh bien donc, une livre égale 20 sous égale 240 deniers, puisque vous devez multiplier évidemment par 12, les 20. Mais donc, que ce soit clair, les livres et les sous ne sont que des monnaies de compte, ne sont pas des monnaies réelles que vous pouvez avoir entre les mains. Ce système
de 1 livre égale 20 sous égale 240 deniers a fonctionné jusqu'après la guerre au Royaume-Uni. C'est un système extrêmement compliqué. Maintenant, ils ont adopté un système décimal, et c'est ce qui faisait que quand on passait la Manche, c'était extrêmement compliqué de s'y retrouver avec les monnaies et les machines à écrire. Il y avait des machines à calculer très spéciales, où tout cela était à calculer sur base, non pas d'un système décimal, mais un système vigésidécimal et duodécimal. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a évidemment la justice. C'est un droit également régalien. Or, la justice, les cas que se réserve le comte, ce sont plutôt les cas de haute justice qui concernent les crimes, également toutes les affaires, je dirais, de droit féodal. Mais dans les faits, pratiquement, le comte peut évoquer devant sa cour n'importe quelle situation litigieuse. Il y a enfin, bien sûr, les droits militaires. Le comte peut seul lever des troupes et il peut seul construire des châteaux. Donc, si on fait le bilan de tout ça, vous voyez qu'il a donc la possibilité de faire des lois, il a la possibilité de lever des troupes, il a la possibilité d'exercer un droit de police, il peut frapper monnaie, il peut rendre la justice. Vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où vous êtes arrogé tous ces droits-là, mais vous êtes pratiquement souverain chez vous. Le roi n'a plus rien à dire si vous pouvez faire tout ça. Donc officiellement, le comte, si vous voulez, n'est pas le souverain. Le souverain, ça reste le roi de France. Mais on peut parler de quasi-souveraineté. Imaginez si, à l'heure actuelle, en Belgique, les gouverneurs de province s'étaient arrogés tous ces droits-là, ben, le gouvernement fédéral, il n'a plus de raison d'être. On est bien d'accord. Puisque le royaume devient une sorte de coquille vide, dont on a sucé, je dirais, toute la substantifique moelle, il n'y a plus rien, c'est une coquille vide. Le roi, toutefois, il garde quelque chose de spécifique, c'est qu'il est au sommet de la pyramide féodale et qu'il peut demander, dans un certain nombre de circonstances, à ses vassaux de lever les troupes parce que lui en a besoin, des choses comme ça. Le roi de France peut demander à ses vassaux, d'ailleurs ce que le comte de Flandre peut demander à ses propres vassaux lui-même. Et on va le voir dans un instant. Alors, je poursuis. Après avoir vu donc tout ce qui concerne le prince pris dans son sens large, bien entendu quand je dis le prince, c'est le comte ici, mais en tout cas le comte en tant que prince territorial, en tant que princeps, en tant que prince territorial, on va voir maintenant comment tout cela est géré, toujours au niveau des institutions centrales. On verra les institutions locales juste après. Toujours au niveau des institutions donc centrales. Le comte dispose d'un certain nombre d'officiers auliques, A-U-L-I-Q-E-S. Alors, aulique vient d'un mot latin qui est aula, A-U-L-A, qui veut dire la cour. La cour. Officier ne doit pas être pris dans notre sens actuel et courant, qui est celui de supérieur gradé plutôt dans l'armée. En fait, les officiers, à cette époque-là, comme par la suite, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les officiers, ce sont des fonctionnaires qui sont en charge d'un office. Un office, officium, en latin, ça veut dire une charge. Une charge publique. Alors, je
vais vous citer le nom de quelques officiers. Il y a par exemple le sénéchal, il y a par exemple le connétable, il y a par exemple le chambrier. À l'origine, ces fonctions-là, ce sont des fonctions domestiques qui correspondent à une activité, je dirais, d'intendance auprès du comte. Le connétable, par exemple, c'est celui qui est chargé de l'étable. C'est le comte de l'étable, littéralement, un connétable. Hein. Ça va ? Le chambrier, c'est assez clair aussi, hein, c'est celui qui s'occupe de la chambre. Mais ces officiers ont des fonctions, en fait, qui dépassent largement leur destination domestique première. Ce sont aussi, donc deuxième fonction dans l'ordre chronologique pour ces officiers, ce sont des gens qui ont une fonction de conseiller du comte. Donc, dans un premier temps, ils ont une fonction de domestique, un petit peu comme à l'époque des Mérovingiens, les Pépinides étaient maires du palais. Et vous savez que maire du palais, ça se dit major domus, qui a donné en français le mot majordome. C'est le chef des domestiques, un majordome, hein, on est bien d'accord. Alors, enfin, ces officiers, outre leur fonction initiale de domestique et leur fonction de conseiller, peuvent avoir des fonctions très particulières et essentielles. C'est par exemple le cas du chambrier, qui va devenir le trésorier, le gardien du trésor du comte, je dirais des finances publiques. Et vous allez avoir un personnage qui va se détacher également au Xe siècle, qui est le prévôt du chapitre de Saint-Donatien à Bruges. Alors ce personnage a une double mission. Il va être d'abord le chancelier du comte de Flandre, c'est-à-dire que c'est lui qui va assurer l'authenticité des actes qui sont produits par le comte dans l'administration centrale du comté. C'est lui qui va estampiller, si je puis dire, les actes du comte pour leur donner une marque d'authenticité qui soit indubitable. Mais c'est lui aussi qui va être l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le receveur général des domaines du comté. Le receveur général. Donc ça veut dire que c'est lui qui perçoit pour le thésauriser, pour les thésauriser, tout ce qui arrive donc à l'administration centrale provenant des domaines. Les domaines, c'est ce que le comte possède en propre. Donc ce n'est pas ce qui appartient à ses vassaux, c'est ce qui lui appartient en propre en tant que seigneur. Parce que le comte n'est pas seulement au sommet, je dirais, d'une pyramide féodale qui comprend des vassaux, le comte lui-même a des terres qu'il possède en propre où il est seigneur. Et je vous rappelle qu'un seigneur, nous l'avons vu, c'était hier, avant-hier, c'est quelqu'un qui perçoit des droits, toute une série de droits. Vous vous souvenez, on a vu ça, le fort mariage, on a vu l'amortement, on a vu les banalités, le pressoir, le moulin, le four, il y a toute une série de droits sur ce paysan, et donc il est aussi seigneur. Donc il n'est pas seulement seigneur en tant que personnage supérieur dans la pyramide féodale, il est aussi seigneur en tant que, je dirais,
propriétaires ou, plus que cela, puisqu'on a vu que les seigneurs s'étaient arrogé le droit de percevoir des droits sur des paysans qui n'étaient pas, je dirais, des locataires de ses propres terres, hein, à l'origine. On a vu ça dans le cours précédent, justement. Bon. Alors, comment dirais-je, au sein de l'administration centrale, donc, le comte est entouré, enfin, c'est à côté de l'administration centrale, le cours est donc entouré de conseillers qui font partie de ce qu'on appelle la curia, C-U-R-I-A, la curia. Puisqu'on est dans le cadre du comté de Flandre, on parle de curia comitis, C-O-M-I-T-I-S. De la même manière qu'il y a pour les ducs une curia ducis, et pour le roi de France une curia regis, eh bien pour le comte de Flandre, il y a effectivement, comme pour tous les autres comtes, une curia comitis qui se met en place. Disons que l'originalité du comté de Flandre, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est pas parce que seulement nous sommes ici en Belgique, c'est parce que le comté de Flandre est, avec le duché de Normandie, une des premières principautés où tout ça se met en place assez rapidement, solidement, et que cela va tenir. C'est pour ça que je vous parle. J'ai choisi de vous parler du comté de Flandre. Donc parce que ce sont des institutions qui se mettent en place de manière très précoce et de manière très complète aussi. Alors, les membres qui siègent dans la curia, outre les conseillers dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, ce sont en fait les vassaux du comte. Alors ces vassaux ont plusieurs obligations dans le cadre du contrat féodo-vassalique. Ils doivent aide et conseil au seigneur. L'aide, c'est une aide qui est prévue dans 4 cas que je ne vais pas développer ici, je vous en reparlerai dans la leçon sur la féodalité en Allemagne. Hein, c'est une aide, c'est ce qu'on appelle l'auxilium, qui a donné le mot auxiliaire aussi, hein, auxilium. Mais il y a aussi le concilium, c'est-à-dire l'aide. Là c'est le conseil. Le conseil, par exemple, si le comte a besoin d'avis, et il le demande régulièrement d'avis, il demande l'avis de ses vassaux pour savoir qu'il faudrait faire dans telle et telle situation, par exemple, face à un ennemi potentiel, s'il veut marier sa fille, des choses comme ça. Donc il réunit des conseillers autour de lui. Et enfin, il y a un dernier élément qui est le servicium. Donc oui, ce n'est pas des mots compliqués, hein. Vous comprenez ce que ça veut dire, le servicium, c'est pas avec un C à la fin, c'est avec un T, hein. Servitium. Le servitium, c'est en fait une aide militaire. Ça veut dire que quand le comte part à la guerre, il est en droit de demander à ses vassaux un contingent qui est défini strictement en fonction de l'importance du vassal, hein. Et le vassal ne peut pas échapper à cette obligation parce que sinon il est déclaré félon. Hein, c'est un terme typique du langage du droit féodal. Alors maintenant, après avoir vu les institutions centrales, vous avez vu que je vous ai d'abord parlé de la fonction du comte, de son titre, de la place qu'il occupe dans la pyramide féodale. Je vous ai expliqué également quelles étaient les compétences qu'il s'était arrogées sur le monarque carolingien. Puis dans un deuxième temps, je vous ai expliqué quels étaient les gens qui gravitaient autour de lui, les fonctionnaires, les vassaux, quelles étaient les charges de tous ces gens-là. On va passer maintenant aux institutions locales, les institutions locales. En effet, les comtes de Flandre, à l'époque qui nous intéresse, donc 10e, 11e et début du 12e siècle, vont diviser leur territoire, parce qu'ils ne peuvent pas être partout, surtout à une époque où les moyens de communication sont ce qu'ils sont. Le comte de Flandre va diviser son territoire en châtellenies. En châtellenies.
Châtellenie. Oui, là, dans le mot château, hein, Châtellenie. Et Châtellenie, en latin Castellana, alors c'est quoi une châtellenie? En fait, c'est donc un territoire, une circonscription à l'intérieur du comté qui est attribuée à un personnage qui est le châtelain. Ce châtelain, en néerlandais, l'expression qui va être utilisée, ce sera celle de bourggrave. Bourggrave, ça veut dire le comte du château, littéralement le bourggrave. Hein? On retrouve ce mot-là dans les pays germaniques également, le bourggrave. On l'appelle également vicomte. Et le mot vicomte, ça veut dire celui qui remplace le comte. Hein? C'est comme un vice-roi, un vice-comte, ça s'appelle un vicomte. Vice comes, V-I-C-E, comes, C-O-M-E-S, donc le vicomte. Alors, ce vicomte, il dispose pas de toutes les attributions sous la forme de délégation de ces droits qu'exerce le comte au niveau de l'ensemble du comté, mais il dispose d'une bonne partie de ses attributions. Sauf qu'à la grande différence du comte, qui lui est pratiquement souverain, c'est-à-dire que c'est lui qui décide tout seul, ici, ils ne sont que des délégués du comte. Hein. Ce ne sont pas des gens qui décident, comment dirais-je, quand ils prennent des décisions, ils doivent pouvoir rendre des comptes, sans jeu de mots, au comte, justement. Hein, ils doivent pouvoir rendre des comptes. Hein. Ils sont responsables devant le comte, alors que le comte, dans son comté, il n'est responsable de rien devant le roi, puisqu'il est pratiquement un souverain lui-même. Alors, ces vicomtes plutôt, ils exercent un certain nombre de pouvoirs, qui sont les pouvoirs de justice, mais les affaires les plus importantes, je vous ai dit que c'est le comte lui-même qui s'en occupe. Ils ont les autres pouvoirs, je dirais, qui sont délégués, mais dans les faits, concrètement, ils ne sont jamais que des lieutenants du comte. Donc vous reprenez les autres droits que le comte s'était arrogé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sauf que eux, ils ne sont que des délégués. En matière de justice, en matière administrative, en matière économique. Alors je vais vous montrer à nouveau la carte qui est derrière moi, parce que vous êtes peut-être posé la question, hein, pourquoi ici un certain nombre de comtés sont en blanc et sont seulement entourés de la même couleur, donc orange, que les comtés qui se trouvent, que les châtellenies plutôt, qui se trouvent sur le reste du territoire. Parce qu'en fait, il y a trois parties, si vous voulez, dans le comté de Flandre. Il y a tout d'abord les châtellenies que vous ne voyez pas ici, mais il y en a tout un certain nombre, et vous voyez en tout cas le nom d'un certain nombre de ces châtellenies qui sont mentionnées ici, qui dépendent directement du comte. Il y a aussi des territoires ici qui vont être accordés à des vassaux du comte, c'est-à-dire dans la partie de la Flandre impériale, qui vont être attribués donc à des vassaux du comte. Hein. Alors, qui va devenir titulaire de ces territoires-ci, ces vassaux? En fait, ce sont des terres qui sont attribuées par le comte pour service rendu à un certain nombre de ces vassaux. Et alors, vous voyez ces territoires-ci, qui sont en fait des comtés indépendants, des comtés autonomes, mais qui sont vassaux directement du comte de Flandre, mais où eux-mêmes gèrent, je dirais, à leur manière, de manière autonome, leur propre comté. Donc ça, ce sont des territoires, je dirais, presque frontières,
où le comte n'a pas du tout l'autorité qu'il a ici. Ici, il est vraiment chez lui. Donc tous les vicomtes, tous les châtelains doivent lui rendre compte immédiatement. Tandis qu'ici, ce sont des comtes, ce n'est pas des sous-comtes, ils sont aussi comtes. Hein. Il y a un comte de Guignes, il y a un comte de Boulogne, il y a un comte de Saint-Paul, etc. Mais ce sont des vassaux du grand comte de Flandre. Voilà. Donc il y a 3 statuts différents au niveau des territoires qui se partagent donc le comté de Flandre. Alors, il y a un domaine en particulier, et c'est le cas de le dire, de domaine qui mérite notre attention. C'est ce qu'on appelle justement les domaines du comte. Le domaine du comte. Le domaine du comte, c'est ce qui lui appartient en propre. Il lui appartient en propre. Donc ça n'appartient pas à des vassaux. Alors c'est quoi ces territoires, ces terres qui lui appartiennent en propre au comte? Alors, il y a tout d'abord de nombreux bois, forêts, étangs, marécages, etc., qui n'appartiennent à personne et qui, du coup, appartiennent au comte. Il y a ensuite des terres qui ont été gagnées sur la mer. Le comte dispose également de revenus, d'églises qui dépendent directement de lui, et donc il est percepteur direct de la dîme. Le comte dispose également de droits utiles. Utile, ça vient d'un mot latin qui est usus, U-S-U-S. Usus. Il se traduit littéralement par usage, emploi. Par exemple, les tonlieux. Je vous ai parlé avant-hier aussi des tonlieux. Vous vous rappelez qu'il s'agit de taxes sur la vente et la circulation des marchandises. Et vous avez dit que les tonlieux, ils sont souvent perçus lorsque l'on veut traverser un pont, lorsque l'on veut utiliser un chemin réputé appartenir au comte. Ces tonlieux sont également perçus sur les marchés. Voilà. Donc c'est un certain nombre de droits que le comte perçoit. Ce qui veut dire que, il y en a encore d'autres, vous savez, ici je suis en train de parler des principaux, il y en a encore d'autres. Ce qui veut dire que le comte se trouve à la tête d'une immense fortune qui fait pâlir son suzerain, le roi de France. Et c'est ce qui signifie que dans cette pyramide féodale, où il y a un suzerain, le roi de France, des vassaux et des sous-vassaux, des vavassaux, si vous voulez, des vavasseurs, eh bien, dans cette pyramide féodale, il ne faut pas considérer qu'il y a, sinon sur le plan symbolique, et sinon parce qu'il y a effectivement quelques droits et devoirs de type obligatoire, que être vassal d'un suzerain ou d'un seigneur, ça signifie obligatoirement être moins puissant que lui. Ce n'est pas toujours le cas. Le comte de Flandre est un feudataire, un grand féodal qui peut menacer le roi de France. De la même manière que le duc de Normandie, qui à partir de 1066 est également roi d'Angleterre, et qui va, cumuler toute une série d'autres titres dans la partie occidentale de la France, comte de Poitiers, comte d'Anjou, bientôt duc d'Aquitaine, au
XVIIe siècle, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, hein, vous vous souvenez d'Aliénor d'Aquitaine peut-être, eh bien à un moment donné, il y a des vassaux qui sont plus forts que le roi de France. Donc, pour reprendre l'expression de Jacques Le Goff, un grand historien qui est décédé au mois d'avril l'année passée, en 2014, eh bien, on peut dire que la féodalité, c'est une hiérarchie d'égaux. Donc, il joue évidemment sur le paradoxe. Hein, c'est une hiérarchie d'égaux, c'est-à-dire que ce sont tous des gens qui, finalement, se reconnaissent une nature, puisque je peux dire plutôt à un niveau juridique semblable. Ils appartiennent tous à l'aristocratie, mais effectivement, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, ou il y en a qui sont plus puissants que d'autres, mais on est à l'intérieur d'un système d'égaux. Voilà. Alors, on était donc dans les institutions locales, je crois avoir repris l'essentiel. Maintenant, il reste un certain nombre d'institutions qui ne dépendent pas du comte, tout en étant dans le comté de Flandre. Ce sont des institutions ecclésiastiques, ce sont des institutions laïques où le comte ne peut pas percevoir les droits qu'il perçoit ailleurs. Ça n'a pas été l'objet de mon exposé aujourd'hui parce que je voulais m'intéresser seulement aux institutions du comté de Flandre et je voulais m'intéresser uniquement aux institutions publiques, c'était donc l'une des limites de mon exposé. Je ne voulais pas m'intéresser aux institutions privées, c'était hors sujet. J'espère seulement, et j'en arrive à la conclusion avant de passer au livre, j'espère seulement que vous aurez retenu que, et c'est, je dirais, l'idée la plus importante, que à la fin de l'Empire carolingien, c'est-à-dire dans le dernier tiers du IXe siècle, plus précisément en 888, si vous voulez avoir une date plus précise, eh bien à la fin de cet Empire carolingien, il y a des principautés territoriales qui naissent et qui sont les héritières réelles en termes de pouvoir effectif des royaumes issus du traité de Verdun de 843 entre les trois petits-fils de Charlemagne, Lothaire, Louis Germanique et Charles le Chauve, que ces principautés territoriales, après avoir connu un creux elles-mêmes au milieu du Xe siècle, vont connaître une croissance très importante, et parmi ces principautés territoriales, il y en a certainement deux au moins, qui mérite toute notre attention, c'est le duché de Normandie et d'autre part le comté de Flandre. Je vous ai expliqué que en Belgique, le comté de Flandre, lorsqu'il viendra un jour la Belgique après 1830, le comté de Flandre occupe une place particulière parce que c'est véritablement un territoire précurseur de l'État moderne. On y trouve toute une série de fonctions de l'État moderne en gestation. On voit également que ces fonctions sont solides, qu'elles vont durer, au point que le comté de Flandre ne disparaîtra qu'à la fin du XVIIIe siècle, finalement, avec la Révolution de 1789, lorsque seront créés les États belgiques unis, et puis
lorsque les Français vont conquérir les territoires des Pays-Bas autrichiens, même si les compétences du comté de Flandre vont être rabotées dans le cadre de la centralisation que Charles le Téméraire va opérer dans la deuxième moitié du XVe siècle. Par exemple, la naissance, la fondation du Grand Conseil de Malines, sur le plan judiciaire. Et même si Charles Quint, qui règne sur nos régions, mais en tant que prince territorial de plusieurs comtés et duchés, Charles Quint n'est pas empereur dans nos régions, il n'est pas roi d'Espagne, c'est pas en tant que roi d'Espagne qu'il va diriger nos principautés dans la première moitié du XVIe siècle, c'est en tant que duc de Luxembourg, duc de Brabant, comte de Namur, comte de Hainaut et comte de Flandre. N'oubliez pas que Charles Quint est né à Gand en l'an 1500, en Flandre. Donc, je crois que ça vaut la peine d'être noté tout ceci. Et sachez que c'est sans doute ce n'est pas non plus un hasard si au moins deux, sauf erreur de ma part, frères de rois des Belges, après l'indépendance, ont été faits comtes de Flandre. Le frère de Léopold II, Philippe, est fait comte de Flandre, par son père, donc Léopold Ier. Et d'autre part, le frère du roi Léopold III, Charles, était comte de Flandre également. Ce n'est pas par hasard que le frère du roi, alors évidemment à notre époque c'est tout à fait, au XXe siècle, c'était 19e et 20e siècle, c'était tout à fait honorifique, mais c'est quand même pas par hasard. Vous savez aussi que les provinces, le nom qui va être donné aux provinces après 1815, à l'époque dite hollandaise, et puis ensuite à l'époque de l'indépendance, après 1830, ces provinces vont prendre le nom des anciennes principautés. C'est comme ça que vous avez deux provinces de Flandre, vous avez maintenant deux provinces de Brabant, Brabant flamand, Brabant wallon, et ça vient du duché de Brabant, tout cela. La province de Liège tire son nom évidemment de la principauté épiscopale de Liège, et c'est pas par hasard aussi que le frère du roi Baudouin, lui, n'était pas comte de Flandre, il était prince de Liège. Le fils aîné de Léopold II, qui est mort à 10 ans, il s'appelait Baudouin, et il était comte de Hainaut. Mais ce sont des titres honorifiques, bien sûr. Voilà. Donc c'est pas par hasard qu'on a donné le nom des anciens duchés et comtés, pour montrer la continuité, montrer que la Belgique existait depuis bien longtemps. Tout ça, c'est évidemment une légende pour instaurer, qui participe de l'instauration du royaume de Belgique en tant qu'État ancien. Donc, j'étais dans une petite digression ici en allant jusqu'à l'époque contemporaine, mais donc vous avez retenu que dans la conclusion, il faut retenir que la principauté territoriale qui se met en place à la fin du IXe siècle, qui se renforce au Xe, XIe siècle, a pris une place essentielle et a joué un rôle essentiel dans la naissance de l'État moderne. C'est ça que je voudrais que vous reteniez. Que le comté de Flandre a joué un rôle de précurseur et que d'autres comtés, duchés vont suivre cette même voie. Ce sont les duchés et comtés dont j'ai pu vous parler en vous montrant la carte des principautés dites belges XIe siècle, puisque d'autres comtés, d'autres duchés vont se donner des institutions semblables, mais plus tard. Voilà, je vous montre maintenant quelques livres. Il y a moyen de tirer un tout petit peu les rideaux, parce que ce que je prévoyais est en train d'arriver. Voilà, merci. Alors,
de Poly et Bourgzanel, la mutation féodale 10e-12e siècle dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France, de Florian Mazel, féodalité 888-1180 chez Belin. Alors, de Laurent Theiss, l'héritage des Charles. Quand on dit des Charles, on fait référence aussi bien à Charlemagne qu'à Charles le Chauve. De la mort de Charlemagne aux environs de l'an 1000, dans la Nouvelle Histoire de la France médiévale, tome 2. Dominique Barthélemy, l'ordre seigneurial, c'est la suite, c'est le tome 3, 11e, 12e siècle, en point histoire. Alors, de Monique Bourrin à Michel Paris, l'Europe de l'an 1000, collection en livre de poche. L'an 1000 de Daniel Le Blévèque, que sais-je, presse universitaire de France. L'an 1000 présenté par Georges Duby, il s'agit en fait de documents qui sont commentés dans la collection archives chez Julliard. Alors encore un livre que je vous ai montré il y a 2 jours, de Dominique Barthélemy, La mutation de l'an 1000 a-t-elle eu lieu? Servage et chevalerie dans la France des 10e et 11e siècles. Voilà, tout ça ce sont des ouvrages nouveaux. Et alors plus spécifiquement sur l'histoire du comté de Flandre, si vous voulez avoir le cadre général dans le cadre de l'histoire de notre pays, il faut prendre le tome 1 de l'histoire de Belgique de Henri Pirenne, le grand médiéviste belge, des origines au commencement du XIVe siècle. L'histoire de Flandre, des origines à nos jours, parue à la Renaissance du livre. Et enfin, l'ouvrage essentiel pour mon propos aujourd'hui, parce qu'il va directement au fait, de François-Louis Gansoff, qui était le plus grand, le meilleur élève de Pirenne, La Flandre sous les premiers comtes, dans la collection Notre Passé. C'est un ouvrage ancien, mais qui a toujours toute sa valeur et qui est très pédagogique. J'ai dit.